Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je passe avant le camion dans le giratoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit laisser, on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, par temps de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a 2 panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je peux dépasser ces cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'on a une ligne blanche et des cyclistes qui circulent devant nous, on peut les dépasser. On peut les dépasser en s'assurant de chevaucher la ligne blanche et non pas la franchir. Je vous laisse aller dans la formation pour voir la différence entre franchir une ligne blanche et chevaucher une ligne blanche. Alors oui, on peut. On peut. Seulement, on peut à une seule condition. C'est que la visibilité nous le permette. Or, ici, on n'a aucune visibilité car la rue est en pente. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ces cyclistes? La réponse est la réponse B. Question numéro 4.
Réponse A, je ralentis et le laisse passer. Réponse B, j'accélère et je ne le laisse pas passer. Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'on pourrait se dire, bon le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Hein, il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Avant de quitter mon véhicule, je place le levier en réponse A, P, réponse B, R, réponse C, N, réponse D, D. Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais vous expliquer de quoi est constituée donc la boîte de vitesse et que signifient les lettres de la boîte de vitesse. Alors, tout d'abord, on a la lettre S qui veut dire séquentiel, le D qui veut dire conduire. Ensuite, on a le N qui veut dire point mort. Ensuite, on a le R qui veut dire marche arrière. Et enfin, le P pour stationnement. Donc, ici, avant de quitter mon véhicule, je place le levier en P. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. La conductrice est bien installée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une super bonne question. Comment savoir qu'on est bien installé dans le véhicule? Alors regardez cette petite image qui est super intéressante parce qu'elle explique bien comment il faut s'installer dans un véhicule. Alors tout à gauche, vous voyez bien là que le conducteur est trop loin. Il a les bras tendus, les jambes tendues. Là, il est très mal installé. Pareil pour la petite image du milieu. Il est trop proche de son volant, il a le dos courbé, il est mal installé. Alors que tout à droite, il a le dos droit, les bras légèrement fléchis, les jambes légèrement fléchies. Donc ça, c'est une bonne installation. Alors, si on retourne à notre conductrice, on voit bien que son buste est beaucoup trop proche, que ses avant-bras touchent le volant et que surtout, ses genoux touchent le tableau de bord. Donc ici, effectivement, la conductrice n'est pas bien installée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête.
Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, bah si, on le sait. Et pourquoi on le sait? Bah parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsque un véhicule s'arrête, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Je suis en conduite probatoire. La vitesse maximale autorisée est de... Réponse A, 110 km/h. Réponse B, 130 km/h. Alors ici on est sur autoroute, donc comme le panneau le montre, la vitesse est maximale autorisée de 130 km/h et de 110 en temps de précipitation. Ou de mauvais temps plutôt. Seulement, comme vous le savez, regardez ici, je vous mets donc le document des vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Donc lorsqu'on est en probatoire sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Mon véhicule n'a pas de place arrière. Je peux transporter, réponse A, un adulte, réponse B, un enfant de 9 ans, réponse C, un enfant sur un siège à coque face à la route. Alors, j'adore cette question parce que ça montre si oui ou non vous connaissez bien le code de la route. D'ailleurs, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un siège à coque, ça va être compliqué de répondre à cette question. Bon, c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre, vous êtes dans un processus pédagogique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la réglementation. Il faut que tu saches que y a deux catégories de passagers. Tu as les passagers de plus de 10 ans et les passagers de moins de 10 ans. Alors, les passagers de plus de 10 ans, eux, peuvent s'installer sur les places arrière et sur les places avant d'un véhicule. Par contre, les passagers de moins de 10 ans, eux, ça va être vraiment différent. Premièrement, ils devront être installés sur des sièges adaptés répondant à une certaine homologation. C'est ce qu'on va voir après. En plus de ça, les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas s'installer à l'avant d'un véhicule. Ils sont obligés d'être installés à l'arrière. Par contre, il y a 3 exceptions. Donc, tu peux installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant si le véhicule ne dispose pas de place arrière, si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans, et si tu utilises un siège à coque, alors un siège à coque c'est ça, que tu places dos à la route et en désactivant l'airbag passager.
Alors, pour répondre à la question, il faut revenir à quels sont ces sièges adaptés pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ces sièges adaptés répondent à une réglementation qui va découler une homologation. Alors, il existe 2 homologations pour les sièges enfants. Vous avez l'ancienne homologation, qu'on appelle l'homologation R44. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis ici l'étiquette qu'il y a sur ces sièges. Donc, vous voyez bien, il y a marqué en bas R44. Et cette homologation classifie les sièges selon le poids de l'enfant. Vous voyez ici, il y a marqué 9 kg, 18 kg. Ça, c'est l'ancienne réglementation, on ne va pas en parler. La nouvelle réglementation, elle, c'est ce qu'on appelle la réglementation R129. Donc, si vous regardez bien, ici, c'est l'étiquetage qu'il y a sur les sièges de cette homologation. Donc, il y a bien marqué ici le numéro de l'homologation, 129, et cette homologation classifie les sièges selon, cette fois-ci, la taille de l'enfant. Et regardez ici, il y a marqué quoi ? 100, 150 cm. Alors, dans cette homologation, il existe 3 grands types de sièges pour enfants. Tout d'abord, vous avez le siège à coque qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce siège à coque, c'est pour les enfants qui mesurent jusqu'à 83 cm. Ce siège à coque, vous pouvez le placer à l'arrière du véhicule face à la route, mais également à l'avant du véhicule, à condition qu'il soit placé dos à la route et que l'airbag passager soit désactivé. Ensuite, vous avez le siège qu'on appelle baquet, qui sont adaptés pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Ces sièges baquets, vous pouvez seulement les installer à l'arrière du véhicule, donc face à la route. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le siège avec dossier. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans qui mesurent plus de 1 mètre. Ce siège-là, vous pouvez les placer à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule. Par exemple, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans ou si la voiture ne dispose pas de siège arrière. Alors attention, ce siège-là, vous n'avez pas le droit de le placer dos à la route. Ce siège-là, il faut le placer face à la route. Et il faut activer cette fois-ci l'airbag passager, contrairement au siège à coque. Donc maintenant que vous savez tout ça, pour répondre à la question, regardez bien la question. Il y a écrit « Mon véhicule n'a pas de place arrière ». Donc on est dans la condition où ce véhicule ne dispose pas de place arrière. Est-ce que je peux transporter un adulte ? Alors ça oui, un adulte peut aller n'importe où, à l'avant, à l'arrière. En plus ici, l'airbag passager est activé. Donc oui. Est-ce que je peux transporter un enfant de 9 ans ? Bah oui. Pourquoi ? Bah parce que mon véhicule n'a pas de place arrière. On est dans une des exceptions à la règle. Et en plus de ça, regardez, l'airbag est activé. Donc, la réglementation, là, elle est totalement satisfaite. Est-ce que je peux placer un enfant sur un siège à coque face à la route ? Bah non. Alors déjà qu'on n'a pas le droit d'installer un siège à coque à l'avant face à la route, c'est dos à la route. Et en plus, regardez ici, l'airbag passager est activé. Donc on a 2 fois pas le droit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 10. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante parce qu'on a une signalisation qui nous oblige à avertir. Donc, en fait, on pourrait klaxonner. Oui, mais il est interdit de klaxonner de nuit. Donc, ici, on ne pourra pas klaxonner. Donc, ce qu'on fait ici pour avertir, vu qu'on est la nuit, c'est qu'on fait un appel de phare. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 11.
Question numéro 23. Je sors du véhicule. Je vérifie mon angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ouvre la portière avec la main droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors bien sûr, avant d'ouvrir la portière, il faut toujours vérifier son angle mort. Il peut y avoir un véhicule dans votre angle mort et si vous ouvrez la portière alors qu'il y a un véhicule par exemple en mouvement, ça fera un accident. Ensuite, un peu plus compliqué, j'ouvre la portière avec la main droite. Alors effectivement, il est plus pertinent d'ouvrir la portière avec la main droite parce qu'en fait ça vous permet tout simplement de pivoter le corps et donc de vérifier votre angle mort. Si vous ouvrez votre portière avec la main gauche, vous avez tendance à regarder devant vous. Parfois même, vous l'ouvrez en regardant à droite. Alors que là, en l'ouvrant avec la main droite, vous êtes obligé de pivoter votre corps vers la gauche. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses A et C. Question numéro 12. Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A, vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud. Parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire que leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là? Tu t'appelles pas les secours? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est protagoniste ou témoin d'un accident de la route. Ce programme, il dit quoi? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là, on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà. Donc, il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même, il y a des questions, en fait, vous allez croire que le moniteur a faux. Hein, vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former correctement, sinon on ne comprend même pas ses erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne
ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues. Réponse B, 3 diodes bleues. Pour des raisons de sécurité incendie, la distance de sécurité dans un tunnel entre 2 véhicules à moteur est de 2 diodes bleues. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 14. Au feu rouge, je dois m'arrêter. A à la première ligne, B à la deuxième ligne. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un SAS vélo. Alors, un SAS vélo, c'est quoi ? C'est tout simplement un endroit sur la voie qui est réservé, là pour le coup, au vélo. Donc, effectivement, lorsqu'on arrive à ce SAS, il faut s'arrêter à la première ligne pour ne pas empiéter sur le SAS. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Les piétons ont la priorité sur les tramways dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la priorité dans les zones de rencontre sur tous les véhicules, notamment les tramways, mais c'est faux. Donc, les piétons ont la priorité sur tous les véhicules à moteur, sauf les tramways. Tout simplement parce que les tramways ont une distance d'arrêt beaucoup trop longue. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Après ce panneau, je vais devoir équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route est praticable. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ici, en fait, on a affaire à un panneau de praticabilité. Ce panneau nous informe si la route est ouverte ou non. Hein. Alors, bien sûr, sur ce panneau est indiqué si le chemin est ouvert. Ici, c'est ouvert, mais aussi il y a le panneau où le chemin est fermé. Il nous indique aussi les équipements à mettre en place sur son véhicule. Ici, on voit bien qu'on a le panneau d'obligation d'équipement de dispositifs antidérapants. Donc ça peut être des chaînes, donc chaînes métalliques ou chaînes textiles, ou alors ça peut être des pneus neige 3P MSF. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 17. Question numéro 17. Pour conduire en sécurité, le passager le plus grand s'installe à l'avant. Oui, réponse A, non, réponse B. Le passager le plus petit, au milieu. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est vraiment une question de visibilité. Plus une personne sera grande, plus elle va gêner la visibilité du rétroviseur central du conducteur. Donc ce qui est conseillé pour une meilleure sécurité, c'est de mettre la personne la plus petite à l'arrière, au milieu, et la personne la plus grande à l'avant. Les bonnes réponses sont donc les réponses A et C. Question numéro 18. Je suis sur une intersection sans signalisation. J'ai la priorité sur le véhicule à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, ici, vu qu'on s'engage sur une intersection sans signalisation, alors la règle qui prime, c'est la règle de la priorité à droite. Donc, c'est le véhicule à ma droite qui a la priorité. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc, parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation, hein, très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire. Rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 20. Par temps d'intempéries, je circule.
Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement. Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. Cet appareil est réponse A, un éthylotest. Réponse B, un éthylomètre. Un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce que tu vois sur la photo, c'est ce qu'on appelle un éthylomètre. À ne pas confondre avec des éthylotests, qu'ils soient chimiques ou électroniques. Alors, c'est quoi la différence entre un éthylotest et un éthylomètre? L'éthylomètre, d'accord, déjà, il n'y a que les forces de l'ordre qui le détiennent. Tu pourras jamais acheter un éthylomètre, toi, tout seul, dans ton coin. C'est pas possible. Également, cet éthylomètre permet de mesurer l'alcoolémie. Alors qu'un éthylotest, qu'il soit chimique ou même électronique, ne permet pas de mesurer de manière exacte. Il permet de dépister l'alcoolémie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la police fait des contrôles d'alcoolémie, ils commencent déjà par un éthylotest, qu'il soit chimique ou électronique, et ensuite, si le test est positif, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font passer à l'éthylomètre. Pourquoi? Parce que l'éthylomètre, c'est un appareil légal, qui s'est utilisé pour des procédures légales auxquelles il y a une procédure judiciaire. Et cet appareil, il est contrôlé lui-même. Cet appareil est lui-même contrôlé de manière régulière. Il a un carnet métrologique. D'ailleurs, tu peux voir sur cet appareil qui a marqué « Vérifié le 13 septembre 2016 ». Voilà. Et validité le 12 septembre 2017. Il a une validité d'1 an. Donc, ici, pour répondre à la question, cet appareil est un éthylomètre. Et un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie? Non, il ne permet pas de mesurer l'alcoolémie. L'éthylotest permet de dépister l'alcoolémie. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 22. La zone de danger la plus importante se trouve. Réponse A en A. Réponse B en B. Réponse C en C. Alors, ici, si tu remarques bien, la zone de danger la plus importante, elle se trouvera en B. Pourquoi? Parce que c'est la zone de danger la plus proche. Est-ce que la zone A est une zone de danger? Oui, c'est également une zone de danger, mais elle est loin. Est-ce que la zone C est une zone de danger? Oui, on est sur une intersection, il y a une voiture qui s'engage dans une intersection, c'est une zone de danger également. Mais regardez en B. En B, on a le montant de la voiture qui nous cache en fait le passage piéton. Et il pourrait très bien y avoir un passage piéton sur ce qu'on appelle cet angle mort. N'oubliez pas, si vous allez dans le cours, ce montant de voiture constitue un angle mort. Et ici, croyez-moi que même dans la réalité, vous ne verrez pas le piéton s'il y a un piéton qui a juste derrière. Donc ici, la zone de danger la plus importante se trouve en B. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Pour dépasser ce vélo, A. Je m'écarte. B. Je reste sur ma voie.
Alors, ici, on se retrouve dans une situation où, comme vous le voyez à droite, on a donc une ligne discontinue épaisse, donc un marquage au sol qui indique une voie réservée, et puis, bon, on le voit mal, mais il y a un dessin de vélo dans cette zone. Donc, on est bien sur une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. Donc, on a affaire à une bande cyclable avec des vélos dessus. Alors, si je souhaite dépasser ce vélo, il faut savoir une chose, c'est que là, on est en agglomération. Donc, en agglomération, je dois avoir une distance d'environ 1 mètre entre moi, entre le véhicule et le vélo. Donc là, on voit que le vélo est à gauche de la bande cyclable. Donc, pour le dépasser, il faudra que je m'écarte. Alors, bien sûr, avant de s'écarter ou de changer de direction, on regarde toujours le rétroviseur, on regarde ce qu'il y a derrière nous. Là, lorsque je regarde le rétroviseur, je vois que la voie de gauche est libre. Il y a une voiture blanche, elle est vraiment au fond. Donc, je peux m'écarter. Donc, pour dépasser ce vélo, je m'écarte. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Le contrôle anti-pollution se fait lors du contrôle technique, oui réponse A, non réponse B, lors d'un contrôle de police, oui réponse C, non réponse D. Alors effectivement, le contrôle anti-pollution se fait lors d'un contrôle technique. Cependant, il peut aussi se faire lors d'un contrôle de police via la brigade anti-pollution. Ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 25. Pour assurer une distance de sécurité réglementaire avec le véhicule, je dois laisser une distance de 2 lignes de rive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est une question vraiment très intéressante. J'ai même envie de dire c'est une question piège. Je sais que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se tromper sur cette question parce que elle est vicieuse. Alors, on vous répète tout le temps que il faut toujours laisser 2 lignes de rive pour assurer une distance de sécurité avec le véhicule qu'il y a devant nous. Alors, oui, c'est vrai, mais pas sur n'importe quelle route. C'est-à-dire que la distance de sécurité de 2 lignes de rive, ça, c'est seulement pour les autoroutes et les routes à chaussée séparées. Sinon, dans les routes à double sens, cette règle n'est pas valable. Elle n'est pas valable, pourquoi ? Parce que, regardez, par exemple, si je prends les lignes de rive sur route à chaussée séparée, elles font 20 mètres, puis 6 mètres d'intervalle. Alors que, sur les routes à double sens, elles font que 3,50 m et 3 mètres, elles font 3 mètres et 3,50 mètres d'intervalle. Donc, c'est pas les mêmes lignes, en fait. C'est pas les mêmes lignes. Ça, pour le savoir, clairement, c'est pour ça que je vous incite vraiment à faire une formation, parce qu'il y a plein de petits détails comme ça qui vont vous amener en erreur lors de l'examen, et vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes trompé en plus de ça. Parce que c'est beaucoup plus subtil que vous ne le pensez. Donc, effectivement, on laisse 2 lignes de rive comme distance de sécurité avec les véhicules, sur autoroute et sur route à chaussée séparée, mais pas sur route à double sens de circulation. Donc, sur route à double sens de circulation, on va laisser 2 secondes d'intervalle entre nous et le véhicule. Donc ici,
la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Question numéro 26. Je suis responsable si un cycliste percute ma portière. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, lorsque vous êtes à l'arrêt ou en stationnement et que vous ouvrez votre portière ou qu'un usager dans votre véhicule ouvre sa portière, vous êtes tenu d'assurer la sécurité des autres usagers de la route avant de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez et que vous causez un accident, que ce soit un accident avec dommages matériels ou corporels, vous serez tenu responsable dans la majorité des cas. Donc ici, est-ce que je suis responsable si un cycliste percute ma portière? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Un taux d'alcool compris entre 0,5 g par litre de sang et 0,8 g par litre de sang constitue A. Un délit, B. Une contravention. Alors, encore une fois, on va pas s'attarder sur cette question parce que c'est du cours. Donc, comme vous le savez, entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on est sur une contravention. Au-delà de 0,8 g, on est dans un délit. Donc, la bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 28. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme le montre ce document que je vous mets à disposition, oui, effectivement, plus un véhicule sera lourd, plus il aura du mal à freiner. Donc, étant donné que le tramway est beaucoup plus lourd qu'une voiture, le tramway aura une distance de freinage beaucoup plus longue que celle d'une voiture. Donc, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 29. Je serre le bord droit de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, juste devant toi, à gauche, tu vois, il y a un cycliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur une rue à double sens cyclable. Effectivement, dans ce cas-là, je me sers au maximum à droite pour pouvoir laisser passer le vélo. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Question numéro 36. La distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement A doit être inférieure à 1,6 mm. B doit être supérieure à 1,6 mm. Alors, sachez qu'avec la nouvelle réforme, donc le code a pris une autre ampleur, et vous avez énormément de questions sur les équipements. Donc sur le thème pédagogique, les équipements. Ça peut être les roues, ça peut être le moteur, ça peut être la carrosserie, ça peut être les freins, peu importe les équipements. Donc il faut vraiment être rompu à tous les équipements d'une voiture, notamment les roues. Beaucoup de questions sur les roues et les bandes pneumatiques. Donc ici, la distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement doit être supérieure à 1,6 mm. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir deux choses. Déjà, à droite, le feu vert. Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés, en rouge. Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection est bouchée. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 32. Rouler avec une voiture hybride permet de diminuer les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Participe à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, rouler avec une voiture hybride, effectivement, va diminuer les émissions polluantes, les gaz à effet de serre, notamment. Est-ce que ça participe à l'éco-conduite? Eh ben, non. Regardez, ici, je vous ai mis le document que vous retrouverez donc dans l'information. C'est quoi l'éco-conduite? L'éco-conduite, c'est la mise en pratique de pratiques qui permettent justement de diminuer l'impact environnemental de la conduite. Ça va être par exemple, alléger le véhicule, préparer l'itinéraire, vérifier la pression, rouler moins vite, limiter la climatisation, etc. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D.
Question numéro 33. Le conducteur est soumis à une baisse de la vigilance plus importante. Réponse A, juste avant le lever du soleil. Réponse B, juste après le coucher du soleil. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,8 g par litre de sang. Réponse D, de 0,4 g par litre de sang. Alors, comme se montre le document, on a 2 baisses de vigilance très importantes chez l'être humain. Tout d'abord, juste avant le lever du soleil, entre 2 h du matin et 5 h du matin. Mais également en journée, entre 13 h et 15 h après le repas. À savoir qu'une conduite prolongée de nuit, notamment plus de 3 heures de conduite prolongée de nuit, équivaut à une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang, ce qui équivaut à un taux délictuel. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 34. En période probatoire, je roule sur cette autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 110 km/h. Réponse D, 130 km/h. Alors, ici, peu importe que vous soyez en probatoire ou hors probatoire, comme vous le remarquez, on a une très faible visibilité. D'ailleurs, on a une visibilité qui est à peine de quelques mètres. Elle est inférieure à 50 mètres. Et lorsque, sur une route, ou même, peu importe la route, en agglomération ou hors agglomération, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Le véhicule jaune roule trop près du camping-car. Oui, réponse A. Non, réponse B. Risque de déboîter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a 2 triangles rouges à l'arrière de la voiture jaune. Ça signifie que la voiture jaune est en train d'être remorquée. Donc, le véhicule ne roule pas trop près du camping-car et ne risque pas de déboîter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive,
il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 36. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A. 90 km/h, B. 110 km/h, C. 80 km/h, D. 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans la formation, donc on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Je circule à 70 km/h sur route sèche. Ma distance de sécurité est de réponse A 42 mètres, réponse B 21 mètres. Ma distance de freinage est de réponse C 28 mètres, réponse D 38 mètres.
Alors ici, c'est vraiment une question pareille hein, de cours qu'on voit souvent dans l'information. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller si vous avez eu faux à cette réponse. Donc à 70 km/h, ma distance de sécurité est de 42 mètres. Et ma distance de freinage est donc de 28 mètres. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une erreur à cette question. Alors, je vous rassure, il n'y a aucune erreur à cette question. Donc, les réponses sont bien les réponses A et C. Hein, je le sais par expérience parce que... je sais par expérience que beaucoup de gens pensent qu'il y a une erreur à cette question. Parce que j'ai l'habitude, tout simplement. Hein, j'ai l'habitude. En fait, beaucoup d'entre vous confondent les notions. Hein, vous confondez les notions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aucune explication pour cette question. Hein, donc pour ceux qui se sont soit trompés à cette question, soit qui ont pensé qu'il y avait une erreur à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas prêts. Hein, la formation, elle est là pour ça. Pour ceux qui veulent se former ailleurs, c'est très bien, hein, formez-vous ailleurs, mais que ce soit dans une entreprise spécialisée qui soit sérieuse, pas dans une application gratuite. Hein. Je répète encore une fois, il n'y a aucune erreur à cette question, et on passe à la question suivante. Question numéro 38. La conduite sous l'influence de stupéfiants est punie. Réponse A, d'une amende maximale de 4 500 €. Réponse B, de 2 ans d'emprisonnement maximum. Réponse C, de 4 ans de prison maximum. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, la conduite sous l'influence de stupéfiants est un délit. Vous risquez, entre autres, une amende allant jusqu'à 4 500 €, jusqu'à 2 ans de prison maximum, une rétention immédiate du permis, une suspension de permis et l'obligation de faire un stage, et enfin, la perte de 6 points sur votre permis de conduire. Les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et B. Question numéro 39. Cette notice me permet A, de connaître le PTAC du véhicule, B, de connaître la pression des pneus, C, de connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 40. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications.
Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.